On laisse une seconde chance à ce communiste d'Instagram. Vous savez qu'en ce moment, on essaie d'investir un peu Instagram, après avoir longtemps délaissé ce réseau pour une raison de temps, hein, principalement, hein. Vous savez, commencez un réseau, vous avez envie, d'y aller parce que, vous commencez à comprendre comment ça marche, à connaître, les autres, internautes et tout ça. Donc on a fait beaucoup ça avec X. Aujourd'hui, on utilise quand même moins X qu'avant, même si on l'utilise toujours, mais on rentre pas forcément dans des débats avec les gens parce que, bah, quand on commence à avoir pas mal de communauté et tout, c'est ingérable quoi donc voilà. On a aussi pas mal été sur YouTube évidemment et on s'est dit qu'Instagram, c'était là où étaient, beaucoup, de gens avec, Facebook aussi. Il faudrait qu'on investisse Facebook aussi, mais c'est des personnes différentes je pense sur les 2 réseaux, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qu'on ne touche peut-être pas avec YouTube et Twitter. Donc, bah, Zoé commence à faire régulièrement des, petites vidéos sur Instagram. On essaie de mettre des shorts de la Patte du Team sur Instagram. Allez voir tout ça. Il y a aussi un compte de La Brèche maintenant sur Instagram. Il y a un compte ONVP et bah, comme on l'utilise, ça nous permet aussi de voir ce qui s'y passe et on a découvert ce gars, qui, était catastrophique sur, le communisme. On avait fait une, première réaction sur lui et on va lui laisser une seconde chance parce qu'il fait plein de réels et ça nous permet de revenir sur des points centraux dans le communisme. Là, le réel s'appelle «Les communistes veulent-ils exproprier les petits patrons?» Donc on imagine quand même, c'est un gars de lutte ouvrière, c'est un communiste, on imagine quand même qu'on va être d'accord avec lui et qu'il va être contre la propriété privée lucrative. Enfin, on l'espère. Chris, comment ça va? Ça va bien. Mais moi, il y avait aucune chance que je connaisse ce gars, parce que j'ai pas Insta, j'ai pas prévu de l'installer. Et voilà, Padu m'envoie ça. Vous allez voir, j'ai vu le truc. J'ai pas tourné tout de suite parce que du coup, voilà, c'était pas gérable, quoi. Sinon, j'aurais revenu à la grande époque de la waveform, quoi. Mais en termes de non-maîtrise de moi-même. Mais non, c'est au-delà de la blague. C'est intéressant parce que vous nous demandez souvent, et je pense que sur Insta encore plus parce que les gens nous connaissent moins, mais vous nous demandez souvent de préciser des choses et tout. Des fois, c'est vrai que surtout nous deux, peut-être pas du tout, on a un peu le côté geek marxiste. Des fois, on fait référence à des concepts et tout parce qu'on adore ça, parce qu'on parle tout le temps de ça en off aussi. Et des fois, on a besoin de préciser. Et là, c'est vraiment parfait parce qu'il y a un gars qui fait des vidéos short, enfin ce qu'on appelle des reels sur Instagram, pour expliquer ce que c'est vraiment le vrai communisme. Donc vraiment c'est du pain béni pour nous, pour dire ce que c'est en fait le vrai communisme de notre point de vue. De notre point de vue, nous c'est de Marx qu'on parle. Et je vais même dire, là je vais vous spoiler, je pense que même du point de vue de Trotsky, le gars est à lutte ouvrière, du point de vue de Trotsky, ce gars dit n'importe quoi. Donc, je suis un peu stressé pour Vous allez lui. voir, j'avais envoyé le réel à Chris en lui envoyant le réel en marquant «Tu vas péter un câble». Vraiment. Le Mais moi, gars, ouais, son avis est assez catastrophique, moi mais c'est. j'ai envie de dire comme lui, il dit, c'était pas le vrai communisme. Si ça se trouve, lui, c'est pas le vrai trotskisme et peut-être qu'on peut excuser les autres trottes parce que je suis Moi, pas sûr que son avis soit représentatif, hein, j'espère. bon, moi, franchement, j'ai envie de dire, là, je suis inquiet pour lui dans sa section. Voilà, donc, et vraiment, j'attends de voir ce que va faire Lutte ouvrière. Je ne comprends pas ce libéralisme intellectuel chez Lutte ouvrière de laisser parler des gens comme ça au nom de leur parti. On les a connus quand même beaucoup plus fermes. Tu vois, Ah hello, il y a qu'une coupe de cheveux, tu pas le droit d'avoir d'enfants, par contre, tu as le droit d'avoir des propos, libéraux. Voilà, donc, bon, allons-y. J'ai envie de dire, allons-y. Et en tout cas, ça nous permettra de repréciser des choses sur les moyens de production. Bien, c'est Donc, parti. c'est parti. Artisans, de petits patrons se demandent si les communistes veulent les exproprier. La réponse va vous surprendre. Alors, La réponse va vous surprendre. C'est vraiment comme un truc internet. Attends, le texte qui met à côté, c'est beaucoup de commerçants et d'artisans croient que les communistes veulent prendre leur boutique. Alors, spoiler, oui. Mais qui écrase vraiment le petit indépendant aujourd'hui? Ah là là, ça va être du slap. Je l'avais déjà vu, j'avais pas... ça m'avait fait marrer, mais là, j'ai envie de le revoir. Le supermarché de sortie de ville, la plateforme qui prélève sa commission, la banque qui coupe le crédit. Oh là 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 là, il va draguer les petits commerçants, c'est une catastrophe. ouais, c'est une folie. Je vais être tolérant, je vais essayer d'être magnanime. Tu joues le bad cop aujourd'hui, je vais faire le good cop. On pourrait y voir une accroche un peu du manifeste, tu vois. Tu sais, quand le manifeste, Oui, oui, tu oui. sais, quand le manifeste dit on nous reproche de vouloir exproprier ce qu'ils n'ont pas, tu vois. Mais on va voir, à mon avis, ça va mal se passer. Leurs biens, on n'a aucune raison de vouloir leur prendre, déjà parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de leur prendre aujourd'hui. Déjà, c'est quoi, alors La là, phrase n'a pas de sens. j'ai envie de. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de le reprendre aujourd'hui que nous, on n'a pas de raison de vouloir. Et encore une fois, le but, moi, quelqu'un qui sait faire son travail, qui est, je sais pas, boulanger,
Demain, il y aura peut-être une propriété collective, mais il aura toujours son poste de boulanger et il fera toujours du pain. C'est juste, par contre, il n'aura pas la capacité d'exploiter autrui dans sa boulangerie, sa capacité d'en ouvrir une deuxième à son compte parce qu'il a la propriété de sa boulangerie. Par contre, c'est si le mec qui sait faire du pain, qui kiffe ça et tout, il continuera à être boulanger et ce sera très bien. Juste, il n'aura pas la propriété bourgeoise de sa boulangerie. C'est ça qui nous gêne. Et lui, il fait croire que ah ben non, mais il y en a d'autres qui veulent le prendre, donc nous, on veut pas le prendre. Enfin, c'est faux, faut arrêter de mentir aux gens parce que, et intrinsèquement, la conscience de classe des petits bourgeois, je dis toujours, elle est très grande. La conscience de classe des petits bourgeois, elle est là, hein. Ils savent très bien que les communistes ne veulent pas ne pas toucher à leur capital, hein. C'est bien parce que tu commences dans le dur en montrant la double nécessité de la bourgeoisie et des tenants des moyens de production, qu'ils soient petits bourgeois ou grands bourgeois. C'est la nécessité de fournir un besoin à la société. Donc là, c'est leur place dans la division du travail. Comme tu l'as dit, ça, il y a une permanence. Sauf si un jour on mange plus de pain. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a du pain avant le capitalisme. Il y aura probablement du pain après. Ça s'appelle les États-Unis, ça, monsieur. Ça, tu vois, c'est vraiment la permanence d'une place dans la division du travail, d'une fonction, quoi. Et ça, c'est une obligation pour n'importe quel tenant du mode de production, c'est-à-dire de remplir quelque chose pour la société, de ne pas être purement inutile ou parasitaire. Souvent, c'est ce qu'on va reprocher aux capitalistes, dire ils servent à rien. Non, ils permettent aux moyens de production de fonctionner d'une certaine manière. Et là, il y a la deuxième chose. Cette certaine manière, c'est de faire en sorte que les nécessités de la société ne soient pas une fin, mais un moyen. Un moyen de faire de l'argent. C'est-à-dire les marchandises qu'on produit, les services, les valeurs d'usage ne sont pas la fin des capitalistes. La fin des capitalistes, c'est, comme tu l'as dit, de faire du pain pour pouvoir faire de l'argent, de faire des légumes pour pouvoir faire de l'argent. C'est la fameuse formule du capital. Vous avez d'abord de l'argent, vous faites des marchandises, c'est le moyen, etc. Et ces marchandises, c'est indispensable qu'elles servent un besoin ou qu'elles soient utiles à la société. Marx le dit dès le livre 1, chapitre 1 du Capital. Si une marchandise ne trouve pas sa réalisation dans la circulation, elle est inutile, donc elle ne produit aucune valeur. Voilà. Et ensuite, ça vous permet de refaire de l'argent. C'est double. Voilà, exactement, à prime. Et cette double nécessité, tu viens de l'exposer, il y a d'un côté le patron, le capitaliste, le propriétaire des moyens de production, voilà, et le boulanger. Et c'est une même personne dans le capitalisme qui fait les deux, du pain et de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer le propriétaire boulanger en simple boulanger. Voilà, le concentrer dans la division du travail. Abolir le propriétaire pour en faire un boulanger. Là où le capitalisme parasitaire, etc., lui, c'est l'inverse. À la fin, en fait, il abolit le boulanger, il en fait qu'un pur capitaliste, parce que le gars, à la fin, il peut même faire le pain. Quand il devient la grande industrie bourgeoise, etc., à la fin, il n'est plus que capitaliste, le propriétaire boulanger. La boulangerie tourne de manière industrielle, il y a des cadres, des professions intermédiaires pour faire le pain. Lui n'est là que pour ramasser les dividendes, voilà. Donc là où le capitalisme tend vers faire du petit patron un propriétaire seul, alors qu'il est propriétaire et boulanger, le communisme va tendre vers le fait de faire du petit patron propriétaire boulanger un boulanger seul orienté vers la valeur d'usage. Voilà, c'est et c'est pas forcément de les mettre quand on parle de boulanger sous le communisme. L'idée, c'est pas de dire que ce sera une boulangerie industrielle forcément. Ça peut être très bien des boulangeries comme vous avez aujourd'hui, des petites boulangeries où il y a, je sais pas, entre 2 et 5 employés. Parce qu'on considère que la société en a besoin, que ça rend un service utile aux gens, que le pain, c'est un produit quand même frais. Le pain, c'est souvent meilleur quand ça vient d'être fait. Donc peut-être que intrinsèquement, tout n'est pas industrialisable là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont industrialisables. Aujourd'hui, dans les boulangeries, vous avez, je crois, 80% des boulangeries qui vendent des croissants qui sont issus de l'industrie. Sincèrement, ils sont bons, hein. Enfin, sincèrement, moi, ça me gêne pas du tout. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait des gens qui fassent des croissants eux-mêmes, hein, mais si le service est bien rendu par l'industrie, c'est pas gênant. Par contre, c'est vrai que pour faire une baguette tradition au levain, tout ça, en général, c'est quand même meilleur quand c'est fait à la minute et donc dans des petites unités de production proches des gens, chez qui ils peuvent aller chercher leur pain ou des choses comme ça. Ça évoluera peut-être avec l'évolution technique et l'évolution aussi des envies des gens, des sociétés où il y aura pas besoin de pain. En tout cas, la France, c'est la pire société pour ça, je crois. C'est comme l'histoire en Italie quand il y a Domino's Pizza qui a essayé, ou Pizza Hut qui a essayé de, je sais plus si c'était Domino's Pizza ou Pizza Hut qui a essayé de s'imposer. Ils n'ont pas réussi en fait. Parce qu'il y avait déjà un tel maillage de petites pizzerias qui coûtaient déjà pas cher que c'était compliqué. En France, le pain, c'est aussi une institution et c'est pour ça qu'on prend souvent cet exemple. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est pas de
tomber pour le coup dans je dis ça parce que les gens qui regardent Insta, qui, suivent ce gars-là, étant donné qu'il est extrêmement caricatural, peut-être qu'ils sont caricaturaux aussi et qu'ils pensent que ça veut dire qu'on veut que de la grande industrie, de pain et transformer les boulangeries en ouvriers du pain. C'est pas forcément ça la question. Réfléchissez à qui écrase le petit commerçant aujourd'hui. C'est pas les communistes, c'est la grande surface qui ouvre juste à la sortie de la ville. C'est la Alors, c'est plateforme qui aussi la pense Chine à... communiste. C'est aussi la Chine communiste. Donc en quelque sorte, est-ce que la Chine communiste n'est pas en train d'écraser, par exemple, le petit artisan du textile, tu vois? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un rapport au communisme là-dedans? Ouais, c'est ça, exactement. Mais je pense. Alors, je pense qu'entre celui-ci. Je pense pas qu'il pense que la Chine est communiste. Pas du. Je présume comme ça, mais je pense qu'il n'y croit pas. Non, mais en plus, juste, je voudrais être un peu plus sérieux par rapport au. Même, tu vois, de dire qu'aujourd'hui, le petit patron est écrasé par la grande entreprise. C'est pas faux, mais il faut quand même comprendre quelque chose là-dedans, c'est que c'est pas parce qu'il y a plein d'argent et que c'est une grande entreprise. C'est parce qu'il y a une socialisation supérieure de la production qui est plus efficiente. Et ça pourrait être des grandes entreprises publiques en réalité. C'est-à-dire que si tu faisais une grande entreprise publique de textile, eh ben, tu es plus efficace que des petits artisans du textile. Et donc, il y a quelque chose qui cloche dans tout ce réel, c'est qu'il va confondre rapport de production et niveau de socialisation et d'efficience dans la production. Ce qui en ferait presque un réactionnaire, parce que si tu es là pour dire hey, les petits artisans, c'est quand même mieux que les grands trucs, les grandes entreprises socialisées, je suis pas d'accord. Hein, moi, je pense que le communisme, c'est Amazon collectivisé. C'est pas plein de petits artisans qui doivent travailler 10 fois plus parce qu'en fait, c'est beaucoup moins abouti leur méthode leur mode de production, quoi. Vraiment, il y a un aspect réactionnaire à ça, très proudhonien d'ailleurs, qui est pas du tout marxiste, ça sort un peu de nulle part, C'est son même. truc. Hein. Je vais dire, c'est même pire, c'est Sismondi. Tu vois, Marx parle justement dans le manifeste à la fin du socialisme bourgeois, donc il met Proudhon là-dedans, et il parle du socialisme féodal ou socialisme réactionnaire, c'est-à-dire, Marx dit dans le Capital, effectivement, on n'a pas besoin d'abolir, nous, les communistes, la petite bourgeoisie, les petits commerçants. Le capitalisme le fait de lui-même. Donc là, on pourrait croire qu'il reprend ça. Mais c'est pas parce que la conclusion de Marx et de Engels toute leur vie, c'est pas de dire on va aller contre le mouvement de l'histoire de l'abolition de la petite bourgeoisie et de la petite paysannerie. Tu vois, c'est pas parce que le capital fait ça que oui, nous on va aller contre. Et là, pour le coup, il dénonce un Sismondi, c'est-à-dire le socialisme réactionnaire, qui dit il faudrait revenir à la corporation manufacturière, féodale, tu vois, parce que là, le mouvement contre l'histoire de dire parce que le capital fait ça, nous en fait, on va les garder, les petits boutiquiers, et puis on va faire en sorte qu'ils soient, comment dire, bien payés ou quoi qu'est-ce, ça, c'est du socialisme réactionnaire de Sismondi. C'est même pire que ce que pense Proudhon. D'ailleurs, même dans les questions tactiques, tu vois, je pense Engels à la fin, dans la question paysanne, et Lénine reprendra ça, quand il pense la distribution des terres aux petits paysans, etc., ou quand Engels dit, je sais plus, dans les années 1890, tu vois, bien sûr qu'il va falloir abolir la petite propriété des petits paysans individuels, etc., mais notre tâche n'est pas de la hâter. Comme tu dis, il pense déjà au fait qu'elle doit être dépassée par la coopérative et tout, c'est-à-dire par une division du travail où chacun n'est pas isolé dans son coin et est obligé de vendre sa production minimale, éparpillée sur un marché. Donc la mise en commun, la socialisation des moyens de production, c'est pas un problème pour le communisme, c'est littéralement sa nécessité. Et c'est là la dialectique, c'est la nécessité du prolétariat, tout comme la nécessité du capital. C'est pour ça que Marx dira c'est le mouvement réel qui abolit l'histoire, c'est qu'il dit le capital, pour pouvoir faire de plus en plus de valeur, a besoin de détruire la petite propriété, de la surconcentrer, de l'accumuler, mais c'est aussi un moyen dialectique pour le prolétariat d'être plus massifié, organisé, intégré, coordonné, pour pouvoir lui faire sans la propriété bourgeoise, quoi. Donc vraiment, là, on est dans une compréhension, je te dis, du niveau de Sismondi. Alors moi, je leur dis, je sais pas où vous en êtes, hello, dans vos formations, mais vous prenez le chapitre 3 qui s'appelle littérature communiste du manifeste. Normalement, c'est la base, hein. Je sais pas par quoi vous commencez, mais il faut peut-être un petit peu lâcher les brochures de Trotsky qui servent à rien aujourd'hui pour pouvoir revenir à Marx, et puis vous lisez la partie sur le socialisme petit bourgeois, le socialisme réactionnaire féodal là, de Sismondi, et vous allez voir que ça correspond à ce que cette personne nous raconte, quoi. Commission sur chaque vente. C'est la banque qui coupe les crédits au premier trimestre difficile. Il y a un siècle, une grande partie des gens qui travaillaient étaient en fait leurs propres patrons.
Artisans, paysans, boutiquiers. Aujourd'hui, tout ça a été avalé par quelques grandes multinationales, quelques grands groupes. Ce transfert de J'ai propriété, l'impression d'entendre un Roussel un peu bizarre, tu sais. C'est un discours un peu confus, oui. ça, Ah pour oui, le coup. J'ai entendu ça même chez des Soral, tu vois. Ah, C'est, ouais, avant les gens étaient leurs petits patrons, avaient la main mise sur les choses et maintenant ils ont été éjectés. Marx, quand il dit ça, c'est pas pour dire il faut revenir aux petits patrons, faut les protéger, tout ça. En fait, c'est un état de fait. Et c'est aussi peut-être pour dire aux gens, de toute façon, vous allez être au moins transformés, voire balayés par l'histoire, pour certains. À un moment donné, il va falloir faire votre choix. À un moment donné, il va falloir arrêter parce que la petite paysannerie, notamment sous Marx, ça a été cette classe qui a donné le pouvoir à Napoléon III, enfin voilà, qui a aussi donné le pouvoir à la réaction et à des politiques libérales, quoi. Donc c'est aussi de montrer que ils sont en train de donner le fer à ce qui va de toute façon les avaler, là où le prolétariat ne leur promet pas de rester des petits patrons, de rester des petits agriculteurs, des petits paysans ou des choses du genre, mais en tout cas leur promet un projet commun de dépassement de cette petite propriété et un projet qui ne finit pas dans la violence et dans la famine, quoi. Exactement. Et en plus, Marx le dit dans le manifeste, et il le dira après dans la lutte des classes en France, ou dans ses écrits, quand il commentera, je sais pas, la Commune, qu'en fait, quand la petite bourgeoisie se bat pour ses droits en l'état, ou se passer avant, où ils vivaient bien, de leur petit travail, etc., ça, c'est leur mentalité réactionnaire. Ils ne sont révolutionnaires que quand ils s'orientent vers la pensée du prolétariat. Et c'est-à-dire quand ils s'orientent vers la conscience de classe qu'ils auront demain quand ils deviendront prolétaires. cette expropriation massive, elle a déjà eu lieu. Et elle continue tous les jours. Ce ne sont pas les communistes qui l'amènent, ce sont les grands capitalistes. En fait, si tu veux, pour être, parce que les gens vont peut-être se dire que je suis super dur. C'est parce que moi, j'ai déjà vu le short. Parce qu'en vrai, moi, quand j'ai vu le short, au début, je me suis dit, bon. Tiens, au début, il tient des propos qu'on pense aussi. Oui, les mecs ont été expropriés et tout. Ça, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, je pensais pas qu'à la fin, il allait. Attends, on n'a pas vu la fin. Spoil pas ouais, la mais fin. qu'il allait en déduire quelque chose qui, pour le coup, est anticommuniste, je trouve. Alors, soyons clairs, sans faire semblant. Un ouvrier et un petit patron ne sont pas dans la même situation. Ils ont parfois la même vie de travail, mais pas de la même place. C'est bien de le rappeler. Ça, c'est bien. Pas la même vie de travail, du coup, mais oui. C'est voilà, exactement. Et puis oui, effectivement, ils ont pas du tout. À la fin, ils ont même pas la même vie tout court. Donc voilà. Mais ils ont le même ennemi direct, le grand capital, qui broie l'un et presse sur l'autre. C'est là où. Poujade. Alors là, je me suis arraché les cheveux. Là, c'est pire que Roussel, ouais. Roussel, il va même pas jusqu'à là. Là, c'est du poujadisme de bas niveau, quoi. C'est ça. Et en plus, pour le coup, t'as eu ça. On peut même trouver. C'est quand nous, on a cité beaucoup les lignes, tu sais, dans on ne peut plus, on ne veut plus et tout. À un moment donné, Lénine, dans cette crise de la société, dit voilà, la petite bourgeoisie, la paysannerie doit rejoindre le combat prolétaire contre cette société qui ne peut plus. Mais ça, c'est des discussions tactiques. Aujourd'hui, il vient de le dire. La boutiquerie ne représente plus rien, tu vois. Donc, quel est l'intérêt même de l'assimiler au prolétariat qui, lui, représente plus de 80% de la société? Tu vois, c'est vraiment... Ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est... Il faut creuser là-dessus. Pourquoi on a à chaque fois des petits intellectuels, lui sûrement un prof, etc., mais je pense, oui, beaucoup d'intellectuels qui vont défendre ça. Parce qu'en fait, leur rapport à la consommation, c'est les derniers qui passent par le boutiquier. Tu sais ce que je veux dire? C'est les derniers qui passent par l'épicerie fine, le libraire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le marché, le petit marché local. Tu vois ce que je veux dire? Les légumes du primeur. Tu vois, il y a un rapport de la consommation de tout cette, comment dire, ces petits profs, ces petits universitaires, etc., qui voient eux leurs producteurs comme des petits boutiquiers et qui se disent ah mais non en fait mon mode de vie, ma consommation qui est pas du tout la consommation des prolétaires qui va vers les supermarchés, l'industrie, tu vois ce que je veux dire, commande sur Amazon, etc. Le communisme, c'est quand en fait moi et mon petit patron qui me sert mes bananes et qui me met toujours un petit peu, tu vois, genre un petit peu en plus et puis qui me fait un clin d'œil, tu vois ce que je veux dire, cette boutiquerie. Tu sais, vraiment ils sont dans, tu sais, ils sont
Et là, on va citer encore le manifeste, dans les voiles de sentimentalité. Tu vois ce que je veux dire ? Ils voient le commerce comme les voiles de sentimentalité de leur petit libraire qui dit « Ah, je galère avec les charges que m'impose le propriétaire, le bailleur, mais t'inquiète, je résiste et je te conseille ce bouquin et tout ça. » Ils sont dans ce rapport-là à la consommation. Et c'est les petits profs, les machins, les classes supérieures, intermédiaires, etc. Pour eux, le communisme, c'est le mode de production où il y a eux et leurs petits patrons qui continuent de faire comme avant, tu vois, conservateurs, comme dit Marx, et il n'y a pas par contre de grands propriétaires de loyers dans la rue pour pouvoir leur prendre leur prendre, où il n'y a pas un gars qui vient leur prendre une taxe ou je sais pas quoi, tu vois. Et ben ça, c'est vraiment le socialo-poujadisme moderne, c'est-à-dire l'alliance, d'une petite classe intermédiaire étatique, fonctionnaires, tu vois, ou supérieurs, à mentalité, à objectif de gauche, avec leurs petits producteurs mercantiles autour, tu vois, épicerie fine, toi tu dois connaître ça, qui adore le vin, tu sais, caviste, voilà, fromager, et tout, qu'on aime bien et tout, tu vois. Surtout qu'en plus, quand tu es dans ces milieux-là, surtout quand tu t'intéresses à des consommations un peu plus éthiques, un peu plus bio, je sais pas trop quoi, ces gens-là vont être de gauche aussi. Ouais, C'est-à-dire que exactement. tu vas tomber sur des petits patrons de gauche qui te disent « Ah, et moi, à ma librairie, là, c'est compliqué à cause d'Amazon et de Bolloré et tout. » Et puis toi, tu te montes le chou en te disant que le mec, c'est un révolutionnaire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment de ça, quoi. Et c'est surtout qu'en plus, c'est drôle parce que ils ne se rendent pas compte que ce retour du mode de production petit local, mercantile, tu sais, le mec qui va te dire « Ouais, mes fromages, c'est pas tous les mêmes. Ils sont pas standardisés comme dans l'industrie parce que moi, je les fais à la main. » Tu vois, en fait, arriver à vendre un putain de fronton fabriqué localement dans une cave qui vaut 3 fois plus cher que le fromage, ou 5 fois plus cher que le fromage, toi, tu fais de manière industrielle. T'as vu ça un peu, il n'y a aucun fromage à 3 balles le kilo. Ouais, je pense, en vrai, parce que je parle de prix de revient. Je parle pas de prix de vente, tu vois, parce que dans la circulation, après, industrielle, t'as Super U, Carrefour, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais, admettons, tu vois, beaucoup plus cher, c'est aussi parce qu'en fait, il y a une masse de capital et encore de salaire de gens qui vivent bien, classe supérieure, classe moyenne supérieure dans ce pays, qui peuvent se permettre de payer cher des trucs dont la valeur devrait être abolie par la production, tu vois, de masse, quoi. Et ça, c'est tout un impensé et un néo-fétichisme de la marchandise, tu vois. Une marchandise locale, faite à la main, je sais pas quoi, tu vois, contre la technique, contre la technologie. Non, je suis désolé, moi, pouvoir faire, je sais pas, on l'a dit dans un short avec Zoé, mais pouvoir mesurer au micron près combien il y a de paracétamol dans un comprimé, contrairement à essayer de doser avec de l'herbe dans un herboriste, tu vois ce que je veux dire, une substance, c'est un progrès. Pouvoir sortir 50 paquets de comprimés de paracétamol à la seconde, c'est un progrès, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des choses qui, sur le plan, pour connaître un petit peu les procès de production, tu sais, des marchandises alimentaires et tout, il y a des choses qui, en fait, sont différentes. Moi, j'ai envie de dire meilleures, mais au moins différentes quand c'est fait par des artisans, parce que les niveaux de standardisation, justement, créent parfois je sais pas, par exemple, tu prends un vin ultra standardisé. En fait, c'est tellement réfléchi de manière analytique qu'à la fin, le vin est chiant. Le vin est chiant parce qu'ils ont sélectionné une levure, parce qu'ils ont un taux de sucre parfait par rapport à ce qu'ils voulaient, parce qu'ils ont une couleur parfaite et tout. Et à la fin, en fait, quand tu es habitué à boire des vins, tu te dis ouais, mais ça, c'est le truc, il y a toujours ça et ça n'a pas l'intérêt d'un vin avec des petits défauts qui sont liés à une année qui est un peu trop sèche, où il a un peu trop plu, à je sais pas trop quoi, et qui va avoir aussi une variété levurienne ou bactérienne différente, tu vois, qui va être beaucoup plus. Qui va créer une certaine complexité et épaisseur dans le rapport que tu peux avoir ça. Comme quand tu as quelqu'un qui joue de la guitare devant toi ou une IA qui reproduit de la guitare, ça sonne pas exactement pareil. Alors, tu pourrais avoir une IA qui reproduise des petits défauts de guitare, hein, ce serait pas forcément impossible, mais je pense qu'il y a ces intérêts-là que tu retrouves quand tu apprécies des choses chez des artisans. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'il faut garder le mode de production artisanale, parce qu'encore une fois, tu pourras avoir des gens qui produisent du pain, qui jouent de la guitare, qui produisent du fromage ou du vin dans un mode de production communiste. C'est juste qu'ils auraient toujours l'activité de le faire, mais ce serait toujours dans des petites unités c'est ça. et pas forcément dans des grandes unités. Par contre, tu n'aurais pas d'activité d'extraction de plus-value de tout ça.
Et ce que tu dis, Tout hein, comme quand ça. chez toi, tu fais, tu sais très bien que je fais des confitures moi, en ce moment. Quand je fais des confitures, mes confitures ont des petits défauts, des petits trucs et tout, qui font aussi que j'ai un rapport sentimental à ce que je fais parce que je sais que je l'ai fait telle année et que les fruits étaient comme ci, comme ça. C'est pas parce qu'on passe à un mode de production communiste qu'on va abolir le fait de pouvoir faire des confitures chez soi ou même de pouvoir en faire en quantité pour pouvoir que des gens puissent en profiter, quoi. Ouais, de toute façon, en plus, le mode de performance communiste permet de libérer du temps pour les gens. Donc, si les gens veulent faire des confitures, ils auront beaucoup plus les moyens de les faire et tout. Non, ce qu'on disait tout à l'heure dans le développement de la division du travail et de l'industrie, c'est que c'est une maîtrise des procédés qui est un vrai progrès dans l'humanité. Et cette maîtrise des procédés, comme tu dis aujourd'hui, parce que le but, c'est d'éviter, tu vois, le changement, parce que le changement, c'est du temps perdu pour le capitaliste, etc., c'est d'essayer de vendre le maximum de la même chose à tout le monde. Parce que, justement, toute forme de changement, d'adaptation, tu vois ce que je veux dire, Et puis d'adéquation. il y a une absence de prise de risque aussi, tu vois, par C'est exemple, ça. pour connaître bien le milieu du vin, moi, des vins trop sulfités, je le sens tout de suite. Je sens l'odeur du sulfite, ça me fait chier et tout. Et alors, limite, quand ils vieillissent, ça se met à partir, tu sais, parce que ça, c'est un chélateur de l'oxygène. Donc, quand il y a de l'oxygène qui vient dans la bouteille, ça part. Mais tu sais, le souffle, ça sent le pourri un peu, tu Ouais, vois. c'est Et ça. c'est des odeurs qui sont fortes. Et quand tu es habitué un petit peu, tu le sens. La problématique, c'est que, enfin, t'as même deux problématiques, on va dire. Il y a l'industrie qui, en général, par peur aussi parce que les gens sont très habitués à en boire, donc ne reconnaissent pas l'odeur du sulfite. Il y a même des gens qui pensent que l'odeur du sulfite, c'est l'odeur du vin, tu vois, parce qu'ils n'ont jamais bu un vin qu'on avait moins, quoi. Du coup, par peur de perdre leur vin, ils en mettent à toutes les étapes, tu vois, pour éviter que le vin s'oxyde et être sûr que à la fin, ils vont arriver à en produire. Et puis même, ils vont ramasser à sous-maturité. Comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de pourri. Puis même s'ils sont à 10 degrés, de toute façon, ils ont le droit de rajouter du sucre pour augmenter le truc. Donc ils sont sûrs d'avoir un maximum de vin, pas pourri, d'arriver à le vendre, de baisser leur coût de revient et du coup d'augmenter leur marge. À côté de ça, les gens qui font bien du vin, eh ben, ils vont être légers en sulfite, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'en utiliser quand il y a besoin. Tu vois, par exemple, au moment de l'embouteillage, tu peux te dire que tu vas avoir de l'oxygène qui va se remettre en contact avec ton vin parce que tu l'as fait passer d'une cuve à l'autre et que tu l'as fait passer dans la bouteille. Donc à ce moment-là, tu peux mettre des sulfites, tu vois. Mais t'en mets pas forcément à toutes les étapes parce que tu te dis que tu n'en auras pas besoin. Et tu as au contraire les hauts communes qui vont te dire ah bah non mais les sulfites c'est la technologie, il faut surtout pas en mettre. Et ces mecs-là, 8 fois sur 10, ils font des vins de merde. Alors il y a des mecs qui font des bons vins sans sulfite, hein, ça existe. Et c'est des gars qui maîtrisent leurs procédés, c'est des mecs qui ont aussi peut-être des conditions particulières qui font que ça fonctionne. Mais qui par dogmatisme inverse, tu vois, se dit je vais jamais utiliser de sulfite, quitte à ce que mon vin soit dégueulasse et devienne oxydé, tu vois. Et il y a vraiment, je trouve, ces deux extrêmes. L'extrême de l'industrie qui est de je ne fais pas du vin, je fais un produit pour le vendre et pour me faire un maximum de thunes, bah, je vais mettre du sulfite tout le temps, tout comme ils font pareil avec les antibiotiques avec les animaux, tu sais. Ils foutent des antibiotiques tout le temps en se disant ouais, comme ça je vais pas perdre mon troupeau, et sauf qu'à la fin, bah, t'as des nourritures qui sont bourrées d'antibiotiques et c'est dommage, quoi. Et puis t'as les mecs inverses qui te diraient bah non, je mets jamais de sulfite ou d'antibiotiques parce que c'est un produit technologique et puis en fait c'est pas bien de mettre des antibiotiques. Du coup t'as tout ton troupeau qui crève ou ton vin qui devient dégueulasse et tu dis c'est super, j'ai pas mis d'antibiotiques, tu vois. Et entre les deux, t'as la personne qui s'intéresse à ce qu'il fait et puis qui est plus dans la valeur d'usage, qui utilise quelque chose quand il en a besoin. Bah, tout comme quand tu traites tes légumes chez toi, tu as le droit de les traiter, mais tu les traites quand tu commences à avoir un signe de mildiou ou un truc où tu te dis ah là, il y a des conditions météo de merde, je vais mettre un petit traitement, tu vois. Quelqu'un qui serait dans la maximisation, il traiterait tout le temps en se disant c'est pas grave si je baisse le sol parce que de toute façon moi dans 20 ans je suis plus là et j'ai baisé le sol, mais au moins j'ai vendu un max de légumes. Puis t'as le gars inverse qui dit je traite jamais, quitte à ce que ce soit la famine et que on n'ait pas de bouffe. Et voilà, donc tu as une espèce d'équivalence, tu vois, entre le refus des procédés industriels et le refus de la standardisation. En fait, la standardisation, c'est la façon dont la bourgeoisie utilise la maîtrise des procédés industriels, parce que justement, elle dit on peut faire beaucoup très vite et très simplement, et tout ça, c'est du temps gagné et donc de l'argent gagné. Voilà, Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur la standardisation, justement, pour la bourgeoisie, pour être efficient, il faut standardiser et aller au plus simple. Ouais. Or, un niveau supérieur de plus scientificité... répété, en fait, c'est ça. Au plus répété. Ouais, et puis un niveau supérieur de scientificité, ça serait justement d'arriver à comprendre les cas où tu as besoin de mettre des antibiotiques, par exemple, Ouais, c'est et ça. les cas où tu n'en as pas besoin. Et là, tu commences à te dire, bah, au lieu de mettre toujours des antibiotiques quand mon poulet il a 24 jours, bah, peut-être qu'il faut que je regarde à certains endroits. Et spoiler, qui fait ça actuellement, c'est la Chine. La Chine est en train de mettre en place des analyses, notamment par IA, sur des champs qui sont des espèces de champs industrialisés de fraises, où ils ne traitent que selon certains signes pour ne traiter qu'une seule partie. Donc en fait, c'est des gens qui continuent à te dire bah ouais, mais ça sert à quelque chose de mettre des pesticides parfois à certains endroits parce que sinon bah à la fin les gens n'ont pas de fraises, tu vois. Mais qui analysent quand est-ce qu'il faut le faire. Et là, c'est un niveau supérieur de production,
mais c'est plus compliqué, ça demande de s'intéresser vraiment à la production et puis pas d'aller, au plus simple. Parce que tu l'avais dit, c'est une fois dans une capsule, mais on croit toujours que l'industrie, dans les pays occidentaux, est très avancée. En fait, non, ils ont tiré, tiré, tiré sur les mêmes machines et aux États-Unis, ils ont pas une Ah industrie oui, très avancée, sauf dans certains points. Mais ils continuent à essayer de tu sais, si tu maltraites un peu les gens, que tu vas au plus simple et que tu bombardes, tu arrives à faire de la plus-value et mais ça te coûte beaucoup moins d'investissement que de commencer à essayer de voir les cas particuliers pour, avoir une dynamique efficiente et beaucoup plus écologique et beaucoup plus humaine. c'est un gros problème d'ailleurs de l'état critique du centre impérialiste, c'est que son outil de production industrielle est dépassé par la Chine, vieux. Ses procédés sont non maîtrisés, justement parce que tu l'as dit, tout ce travail de recherche coûte de l'argent. Avant, il était aidé par l'État-providence, pendant le Fordisme, par de l'investissement public énorme. Et aujourd'hui, comme tu dis, on utilise une machine qui a été amortie 2 fois, 10 fois, tu vois ce que je veux dire, pour utiliser de la valeur. On ne veut plus dépenser un sou dans la recherche, plus dépenser un sou dans l'innovation, plus dépenser un sou dans la connaissance. Et donc, on essaye de standardiser à max, faire rentabiliser un truc qui est déjà amorti 20 fois et tout. Et donc, on est en train de, comme tu dis, de perdre la maîtrise des procédés, quoi. Et cette maîtrise des procédés, elle est nécessaire pour dépasser le capitalisme lui-même. Tu vois, par exemple, je vais citer Trotsky, je le dis souvent, c'est la première phrase très connue du programme de transition, les forces productives ont cessé de croître, tu vois. La question aujourd'hui d'un vrai trotskiste, ce serait de se poser la question, mais pourquoi en fait il y a de moins en moins d'assimilation et d'expropriation de petits bourgeois? Pourquoi on voit surtout aujourd'hui la phase de néolibéralisme et de crise du néolibéralisme macronienne, c'est l'apparition de plein de nouveaux boutiquiers, d'auto-entrepreneurs, etc., contre l'industrie et tout. Mais parce qu'en fait, ce régime est en train de s'effondrer, quoi. Et c'est vraiment, le fond du fond, c'est justement que c'est un régime qui ne maîtrise plus, qui ne produit plus, qui n'investit plus dans la production et qui va de mal en pire, c'est qu'il gaspille et tout, parce que la maîtrise des procédés, c'est aussi quand tu as 100 kilos de pesticides et que tu veux ne pas polluer tout le monde, quand tu es un capitaliste qui veut pas se faire chier, tu balances tes 100 kilos, voilà, parce qu'en fait, tu vois ce que tu appelles la charge du travail, plus le coût du pesticide, en fait, ça te coûte trop cher de payer un gars pour pouvoir répartir sur la bonne fraise, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas dire, répandez tout, de toute façon, j'ai le pesticide à pas cher parce que je suis au centre impérialiste et donc bazardez-moi ça sur le champ, tu vois. Là où le communiste dirait, non, on a le temps, on a les gens, le temps ne sert pas à faire de la plus-value, il sert à faire les choses bien, et dans ce cas-là, on va répartir fraise par fraise, etc. Donc c'est une maîtrise collective des procédés, et justement, la phrase de Trotsky, les forces de productives vont cesser de croître, c'est ça, c'est de dire aux communistes, mais il faut refaire repartir l'élan de l'humanité vers la maîtrise de son destin et la maîtrise d'elle-même et de la dialectique avec son environnement, quoi. Et là, c'est ce que le capitalisme a toujours promis et qu'il a un peu permis et qu'il ne permet plus. Et c'est cette dialectique-là, la dialectique de la crise. C'est vraiment pas de dire le capitalisme, il est en train de bouffer tout le monde et donc il faut qu'on résiste, nous, main dans la main, prolétariat et boutiquier contre le capital. Non, justement, ce que dit Marx, il faut peut-être le rappeler, c'est que dans le mouvement réel capitaliste et donc communiste par dialectique, de toute façon les boutiquiers vont devenir des prolétaires. Donc je veux dire, ils vont pas devenir tous des grands bourgeois, ils vont devenir des prolétaires. Donc à la fin, ils finiront de gré ou de force par rejoindre le sujet révolutionnaire. Alors les communistes le disent depuis Marx et Engels, un pouvoir des travailleurs n'aurait rien à faire de prendre la ferme, la boutique ou le restaurant du petit patron. Au contraire, son but serait de lui assurer des prix corrects, un crédit. Non, mais c'est la France insoumise, c'est lutte ouvrière. C'est Alors quoi là, ce délire? Depuis Marx à Engels, le but c'est le carnet de commandes. C'est de remplir le carnet de commandes des petits boutiquiers. C'est vraiment ça le programme. Ça sort d'où ça? C'est quoi ce truc? C'est des mecs qui quand même traitent de révisionnistes, de réformistes et tous les gens qui te disent ça à la fin, quoi. Mais je rappelle que Trotsky lui-même était contre la NEP. Alors la NEP, petite précision, la NEP c'était la nouvelle politique économique de Lénine qui justement voit que l'état des forces productives n'est pas assez avancé dans le communisme de 17 et qui dit on n'a pas les moyens de planifier, on n'a pas le marché assez avancé pour que les forces productives soient totalement planifiées. Et ça, c'est vraiment un rapport à Marx. C'est de dire la socialisation que le capitalisme permet n'a pas été encore assez faite en Russie, donc on n'a pas encore le niveau, le point de bascule, comment dire, du capitalisme au communisme. C'est comme si vous arriviez, vous dites, vous êtes au XIVe siècle ou au XIIIe siècle féodal, et vous voulez passer au capitalisme tout de suite. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que la classe bourgeoise
n'est elle-même encore pas assez riche, massifiée, etc., pour faire cette transformation-là. Il faut encore longtemps du féodalisme pour pouvoir arriver à ce capitalisme. Il faudra au moins 2-3 siècles entre, on va dire, les proto-capitalistes, tu sais, des villes vénitiennes, voilà, et le mouvement des enclosures anglaises, voilà, au XIIe, au XIIIe siècle, ça n'est pas encore assez avancé. Lénine, qui est un gars brillant, voilà, conscientise cette dialectique-là et il dit, il faut laisser encore un espace de la propriété pour que cette socialisation faite par cet objectif d'accumulation puisse permettre à la fin d'avoir une économie planifiée. Et il fait ça sous ce qu'on appelle... Ils restent sous une forme de dictature du prolétariat en disant oui, on va les contenir, quoi. On va pas les laisser aussi libres que dans le capitalisme. Je rappelle qu'il y a une personne qui s'est opposée à ça de manière farouche, c'était Trotsky. Voilà. Donc il y avait Boukharine de l'autre côté, etc. C'était Trotsky qui voulait la militarisation de l'économie. Lénine ne l'a pas fait. Et à la mort de Lénine, c'est Staline qui a exaucé Trotsky en abolissant la NEP et en revenant à la militarisation de l'économie. Donc vraiment, c'est ne rien comprendre à l'état des forces productives et au communisme et à l'histoire du monde ouvrier et révolutionnaire. Trotsky était contre à l'époque, alors que c'était une époque où il y avait beaucoup plus de petits patrons qu'aujourd'hui. Encore une fois, bien les sûr. patrons aujourd'hui, ça représente 8% de la population au sens large, en prenant les petits et les gros. Tu vois. C'est ça. Dans Exactement. tous les bourgeois en France, que ce soit artisans, commerçants, bourgeois, profession libérale, tu prends tout ça, je crois que ça fait 8% de la population. Donc c'est vraiment rien. Et le truc de fou, c'est que c'est quand même des gars qui viennent te chier des communiqués sur Cuba qui réinstaureraient le capitalisme et qui en fait t'expliquent que eux en France, ils sont pas pour l'abolition de la propriété privée lucrative des petits patrons. C'est-à-dire qu'il faudrait que Cuba contre le blocus, alors que eux-mêmes avaient aboli la propriété lucrative, ils sont obligés de la remettre dans une forme de compromis. Là, faut leur chier dessus. Par contre, en France, dans un pays où pas de nécessité, je veux dire, tu vas pas te faire tordre le bras par les petits patrons en France. Eux, ils te disent: «Ah bah non, mais c'est la logique des 1 tu vois? Le problème, c'est vraiment les 1 Moi, je vois vraiment là-dedans quand même un manque de courage. Le but, c'est, encore une fois, on l'avait dit dans la capsule, d'avant sur ce gars, c'est de passer pour quelqu'un de gentil. Ah ouais, moi je suis contre Bernard Arnault et Bolloré et pas contre les boulangers. Et d'accord, mais en fait, là, tu es à un niveau, je veux dire, Marine Tondelier pense comme toi. Marine Tondelier est d'accord pour te dire: «Moi, je suis contre les milliardaires et pas contre les petits patrons». Enfin, c'est nul. Bien sûr. Et dit qu'ils ne l'étranglent pas, de quoi vivre dignement de leur métier. Exactement ce que la domination des grands groupes leur refuse aujourd'hui. Donc là, en fait, Du Roussel. Le mec, il nous dit, en fait, le communisme, c'est quand l'État maîtrise. Moi, je trouve ça très bien. À la rigueur, faites ça, mais c'est pas du communisme révolutionnaire. Tu vois, quand l'État maîtrise les banques, les taux de crédit des petits bourgeois, tu vois ce que je veux dire, et quand les prix sont régulés. Ah ouais, mais très bien. Mais vous nous dites que le communisme, c'est ça. Et après, vous trouvez que la France insoumise est trop réformiste. Mais pour le coup, là, c'est littéralement le programme de la France insoumise que vous êtes en train de décrire. C'est une folie. Ce qu'on veut socialiser, c'est pas la boutique du coin, c'est la multinationale qui l'étrangle. Mais elle est déjà socialisée, c'est pas la question, ce qu'on veut exproprier ou nationaliser, ce que tu veux, mais elle est déjà socialisée. Il y a déjà plein de gens à l'intérieur. C'est le problème de la petite boutique de coin, c'est qu'elle est individualisée. Et le problème de la petite propriété sera toujours le même, la nécessité d'enrichissement final. Demain, tu peux prendre 100% de la société, nationaliser un espace. Et d'ailleurs, c'est les critiques qui étaient faites de manière légitime à la NEP, en disant, mais quand vous laissez la petite propriété, même dans un espace, elle va se réaccumuler et recréer des monopoles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le fondement même du capitalisme. C'est ça qui crée par le marché la faillite de certains, le fait que d'autres achètent d'autres, qui grossissent, et à la fin ça recrée du capitalisme. Donc tu peux pas dire je suis communiste mais je suis pour la petite propriété. Enfin, encore une fois, là il veut passer pour quelqu'un de gentil auprès de gens qui ne voteront jamais communistes, qui ne seront jamais communistes et qui en plus de ça seront jamais communistes si on leur présente comme ça, où en fait on baisse les armes. On leur propose pas une opposition, on leur propose pas vraiment une contradiction expliquée. On leur dit: «Ah non, mais vous avez raison, vous êtes gentil, mais le problème, c'est Bernard Arnault». Et le gars te dit: «Oui, c'est vrai, le problème, c'est Bernard Arnault, mais je vais quand même aller voter à droite», quoi. Enfin, insupportable. Ouais, c'est ça. Alors, la vraie question pour un petit patron, c'est pas est-ce que les communistes vont prendre mon commerce, c'est qui est-ce qui est en train de me tuer aujourd'hui. Et le jour où le grand capital tombera, c'est pas l'artisan ou le paysan qui y perdront. Au contraire, c'est leur seule chance de pouvoir enfin vivre de leur travail. Vivre de leur travail, mais on ne demande pas à ce que l'artisan vive de son travail, c'est quoi ces conneries? Mais tu vois, mais là, on est sur mais vraiment vivre de leur travail,
Tu vois, et ça, c'est ça qui est en plus. Moi, je finis là-dessus. Moi, je trouve que ça ressemble à Proudhon quand même. Tu C'est dis, ouais, Proudhon. même là, Ouais, ça c'est du ressemble à Proudhon. Proudhon quand même. Ouais, c'est du Proudhon, mais sûr, c'est même. Je te dis, des fois, c'est même pire que du Proudhon au sens de Marx, mais on est dans le proudhonisme, parce que le proudhonisme, il y avait quand même une critique, tu vois, une pensée du capital. D'ailleurs, ça me fait penser son truc de la banque, là, tu sais, c'est la banque où Proudhon avait un projet, tu sais, de banque populaire, voilà, tu sais, donc la banque du peuple, comme il l'appelait. Là, c'est exactement la même chose, et surtout la phrase finale, vive de son travail. Le travail n'appartient à personne. C'est ça le communisme. Le travail est une activité de l'humanité collective. Donc, son travail, c'est une vision bourgeoise du travail. On ne dit pas de son travail, on vit du travail et du travail collectif. Et on veut retirer cette logique-là à la bourgeoisie, de considérer que c'est son travail, son choix, etc. Non, le travail n'est pas un choix fondamental, c'est une nécessité anthropologique, et le choix que l'humanité et que les individus doivent faire, c'est comment on le répartit, comment on l'organise collectivement. Aujourd'hui, son travail, mon métier, mon choix, mon salaire, mon capital, etc. Ça, c'est le rapport individuel. Et vraiment, mais là, on est en train de voir quelqu'un défendre une société désocialisée, individualisée, avec un rapport propriétaire au travail, avec un rapport individualisé, mercantile à la production, parce que je vous rappelle aussi, quand vous avez que des petits patrons, des petits bourgeois, des petits autonomes, vous avez aussi obligatoirement le marché. Vous ne pouvez pas planifier une société avec 60 millions de producteurs et 60 millions de consommateurs. C'est littéralement impossible. C'est d'ailleurs toute l'objection que feront les imbéciles sur le signal des prix et tout, Hayek, on pourrait revenir là-dessus et tout, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais imaginé, ils n'ont jamais compris ce que c'était le mouvement réel de l'abolition du capitalisme, c'est le fait que tout finissait par se concentrer, socialiser et devenir, comme dirait Gramsci, un atelier à l'échelle du monde, tu vois. Et eux, comme ils voient plein de petits trucs épars, ils disent, c'est trop impossible de pouvoir coordonner tout ça, donc non. Déjà, il faut détruire cet éparpillement, et ensuite, on peut planifier. Là, vraiment, les mecs, ils veulent la planification et l'éparpillement ensuite. On est dans l'idéalisme absolu, quoi. Mais en fait, ce que tu n'as pas vu, Chris, c'est que c'est un changement de stratégie pour Hello. Hello, ça fait une soixantaine d'années, je crois qu'ils existent. Ça fait donc depuis tout ce temps qu'ils essaient de viser le prolétariat et ça marche pas. Et donc là, ils se disent on va massifier sur les petits patrons. On va aller chercher du restaurateur, du garagiste, on va aller chercher des patrons dans le BTP. Et là, je pense vraiment que ça va devenir massif. Ouais, non, mais ça va être vraiment le début de la révolution. Mais vraiment, il n'y a rien qui va. Une mauvaise compréhension de Marx, une méconnaissance même, je pense, des débats entre Lénine, Trotsky, je te dis, je sais pas. Au-delà de ça, moi, c'est la stratégie qui pue la. Tu vois, la stratégie, les débats, Lénine, Trotsky, tu vois, et à la fin, même un anachronisme stratégique. C'est d'aller chercher, comme tu dis, tout un état de la société qui n'existe littéralement plus. Tu vois, c'est comme les gars qui viennent nous lire les textes de Lénine sur les paysans pour parler des paysans français et de leur rapport au prolétariat en 2026. Lénine parle d'une population de 80% de paysans en 17. Il y en a 1 à 2% en France. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ils pourraient ne même pas avoir le droit de vote, ça ne changerait rien au rapport de force politique. Pour enlever le droit de vote. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que on s'en tape, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est là on voit vraiment le communisme liturgique qui ne fait pas l'analyse concrète de la situation concrète. C'est comme si je te dis, les trotskistes à la fin, c'est des gars, ils préparent un match contre l'équipe de France en croyant que Zidane joue encore. Tu sais, genre vraiment, ils te disent, ah mais attends, comment on va contrer Zidane ? Tu vois, franchement, j'ai lu les rapports des entraîneurs de l'époque et Zidane, il joue comme ci, il joue comme ça. Mais Zidane, il joue plus depuis 2006, frérot, il joue plus depuis 20 ans. Si on en a foutre de le contrer. Non, si, regarde, relis le truc, etc. Tu sais, ils font la même chose, quoi. C'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est ça, il faut du hack chaque sur Wembanyama. C'est ça, tu vois. Non, mais, je comprends pas, il met 85% des lancers. Tu vois, mais vraiment, c'est du pur idéalisme. Ils lisent des fables, des trucs, des mots pour un truc qui a disparu, quoi. Et vraiment, j'en profite, là, j'ai cité Zidane, voilà, ça me fait plaisir, mais voilà, je suis très content que Zidane soit sélectionneur de l'équipe de France. Et je me dis que tout ça, c'est des signaux pour nous dire que la France va se relever, parce que vraiment, la nouvelle France de Mélenchon au pouvoir en 2027, plus Zidane sélectionneur, j'ai envie de dire, qui ne peut pas être aux anges, quoi. Voilà, ça va être parfait. Mais vraiment,
il faut revenir à zéro. Et ce qui est fou, c'est qu'on a besoin de faire ce travail-là de pédagogie, d'explication, parce que vraiment, ils sont en train de détruire l'idée même communiste, humaniste, de la réunion de l'humanité avec elle-même et de son auto-organisation avec des conneries de défense des petits patrons et d'avoir le bon C'est quand prix. tu fais plus d'analyse concrète, en fait. Là, ce que tu cherches à faire, c'est faire passer tes idées dans les masses. Et donc, t'en viens à modeler ton idée à ce que tu penses que les masses veulent. Et tu te dis, bah, les masses... parce que tu prends toi, comme tu dis, bah, qui va voir des petits patrons, qui les aiment bien, ça peut être tes amis, et tu te dis, bah, les masses, faut leur dire qu'on est contre les 1%, qu'on est pour le boulanger, le garagiste, machin, et puis on serait tous ensemble, on serait tous contents, quoi. La problématique, c'est que le communisme, comme dit Marx, c'est l'abolition réelle de l'état actuel des choses, et c'est donc basé sur l'état actuel des choses, et il faut faire cette analyse-là, analyser l'état actuel des choses pour comprendre comment ça peut se mettre en place. Bah là, on comprend rien à la fin du short, on comprend moins ce que c'est que le communisme qu'au début, quoi. Exactement. Bon, et ben on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir notre film À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste. C'est disponible sur la-brèche.org si vous voulez voir où sont les diffusions ou si vous voulez organiser une diffusion. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à aller voir sur Insta, Pas du Team, Dr Zoé, La Brèche et ONVP. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens!